Eh bien, je vous propose de démarrer. Les autres ou les retardataires, ils nous rejoindront. Voilà. C'est important de démarrer. On a une séquence qui peut être un peu longue, qui peut durer. On verra les échanges, on verra les débats. Ce que je propose, c'est qu'effectivement, ce soit assez interactif. Alors, le but, c'est pas de couper la parole tous les 2 secondes, mais si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclairage, si vous avez, je pense que c'est important. L'idée, c'est aussi ça. L'idée, c'est de partager et puis de repartir aussi avec un niveau de compréhension adapté. Donc notre séquence des installations existantes au SMR, voilà, prise en compte du risque nucléaire sur les territoires. Effectivement, nous n'imaginions pas sur un territoire comme celui de Côte d'Opale-Flandre ne pas aborder la question du risque nucléaire avec effectivement la centrale nucléaire la plus importante sur le territoire national. Et puis, compte tenu aussi des projets qui sont en cours avec les EPR2, et puis ce qu'on évoque et qui fait partie effectivement voilà, de l'intitulé, les SMR, des sujets qu'on voit apparaître, évoqués. Donc je pense que c'est important aussi que chacun ait un niveau de compréhension minimal. On a un certain nombre d'acteurs que je vais présenter qui sont autour de la table et qui permettront, j'espère, de vous apporter les éclairages qui vous paraissent indispensable pour pouvoir appréhender ce sujet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui déjà on a dans notre panorama et dans notre paysage local une mobilisation de la vigilance citoyenne, notamment au travers d'institutions déjà préexistantes. Mais ce renouveau du nucléaire, elle nous réinterroge, elle nous invite effectivement à nous reposer un certain nombre de questions. Et donc on aura autour de la table voilà, Jean-Claude Delalonde, président de l'ANCLI, Jean-Marc Moxy, donc, conseiller senior santé-sûreté chez Aluminium Dunkerque, voilà, qui nous parlera de l'expérience d'une entreprise voisine d'un d'un CNPE. David Boilet, donc, qui est ancien président de l'ACRO, docteur en physique nucléaire. Philippe Dupuis, donc directeur au sein de la SNR, voilà, sur notamment la partie réacteurs innovants. Et puis la Marne qui est à nos côtés. Donc ce matin, on avait une personne de la DGSCGC. Donc voilà, on aura 2 représentants de la DGSCGC qui seront à nos côtés. Donc Cédric Journeau et puis Jérôme. Alors j'ai toujours un peu de mal. Tchitchar, voilà. Voilà. Ouais, Schmichloni, c'est plus facile que, je dois dire, bon, voilà. Alors je vais démarrer avec vous, Monsieur Delalonde, ou Jean-Claude, je vais me permettre, Jean-Claude, je vais me permettre effectivement de te passer la parole, puisque comme on parle du paysage existant, et que tu connais bien le territoire par ailleurs, puisque tu as quand même été présent très longtemps, tu as une vision globale en plus des autres territoires, au regard effectivement de l'action de l'ANCLI. J'aurais deux premières questions. Peut-être que tu expliques ce que c'est l'ANCLI, parce que, alors même si tu l'as déjà un peu évoqué ce matin, mais on a aussi des gens qui n'étaient pas forcément là ce matin, qui sont présents cet après-midi dans les ateliers. On n'a pas fermé la porte aux gens qui seraient pas venus ce matin. On est quand même assez ouvert sur le sujet. Et puis comment aujourd'hui il prend en compte ce risque nucléaire, voilà, sur des installations existantes. Prends le micro. Ça marche. Je suis le local de l'ECTAP. J'aurais pas dû venir aujourd'hui puisque c'était mon directeur qui devait venir, qui est Yves Lheureux, que certains d'entre vous connaissent. Mais il a quelques petits soucis, mais c'est réglé de santé, et donc il va nous revenir. J'en suis très heureux, mais comme je suis le local de l'ECTAP, je ne pouvais pas ne pas remplacer mon directeur. Donc c'est la raison pour laquelle, presque au pied levé, je le remplace. Donc l'ANCLI, c'est la Fédération nationale des 35 commissions d'information sur le nucléaire qui sont implantés dans les départements et par les départements qui ont la main sur la création des CLI et la composition des CLI. C'est le président du Conseil général où est implantée l'installation nucléaire de base, des INB, qui doit, en application de la loi depuis 2006 et celle de 2015 qui a donné plus de missions et plus de rôles aux CLI, donc c'est maintenant une structure institutionnalisée de par ces lois. Et donc depuis 2006, même si les CLI existent depuis 45 ans bientôt,
Et elles ont été créées, comme je l'ai dit ce matin, par une circulaire du Premier ministre Mauroy de l'époque, qui lui aussi était le local de l'époque, hein, en tant que maire de Lille, et très ami avec Albert d'Anvers, qui était le président du conseil général de l'époque, on les appelait comme ça, le maire de Gravelines, le président de la communauté urbaine, et qui avait eu quelques soucis après le démarrage de l'installation nucléaire de Gravelines, qu'il avait souhaité, qu'il avait réussi à mettre en place dans le cadre du plan qui avait donné lieu à l'époque à la décision de réaliser 70 installations nucléaires et sans aucune concertation. Donc aujourd'hui, j'entends même certains dire mais pourquoi on ne refait pas comme Mesmer à l'époque? Pourquoi on s'embête avec des considérations de concertation, etc. On l'a fait, il n'y a pas eu de problème, ça marche bien. Allez, basta, on y va. Bon. À l'époque, le président d'EDF était très content peut-être que ça se passe, et c'est vrai, ça s'est bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, les exploitants, il y en a peut-être encore dans la salle, les exploitants, bon, ils sont quand même responsables. De temps en temps, un peu comme les gens de la Marne, je les titille un peu, mais ça se passe bien, et on a de bonnes relations avec un exploitant responsable qui a en face de lui dans les CLI. C'est la deuxième caractéristique, ce sont des structures qui sont composées d'une diversité totale de personnes. Il y a des élus, il y a un groupe d'élus, un collège, il y a un groupe de syndicalistes qui, je dis syndicalistes, et quand je dis ça, les syndicalistes m'en veulent, donc les partenaires salariés des entreprises, mais qui représentent les syndicats. Un troisième collège qui est celui des associations de défense de l'environnement, donc à majorité plutôt anti-nucléaire. Et le quatrième collège, c'est celui des personnes dites qualifiées, des experts ou des représentants du monde économique. Et toutes ces personnes, je peux le dire parce que je suis l'instigateur de la fédération des CLI avec d'autres, hein, pas que, on était 10 présidents de CLI à avoir voulu instaurer cette fédération qui a été reprise dans la loi. Et de vous dire qu'on a bien sûr des oppositions au sein de nos structures, que ce soit dans les CLI ou à l'ANCLI, mais il y a un sujet sur lequel on est toujours unanime, parce qu'on ne prend pas de décision, on prend des orientations. Mais on ne prend pas de décision, on prend des orientations. Et comme à la CLI de Gravelines, les orientations, c'est celle de dire est-ce que notre sûreté nucléaire est présente? Est-ce qu'elle est préservée? Est-ce qu'on peut la développer? Est-ce que c'est sûr? Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, même si on est contre, on ne peut que constater que par cette concertation au fil des années et qui s'est développée, il y a quand même un consensus. Ça ne changera en rien que ceux qui resteront anti-demain l'étaient hier, que ceux qui sont pro aujourd'hui l'étaient hier et le seront, mais on peut discuter, on peut se concerter, et avec l'exploitant qui est chargé, de par la loi, de répondre à nos questions, à nos interrogations. Donc notre rôle, c'est de nous informer, en tant que membre de CLI, et ensuite, et c'est là où le bas blesse, c'est de rendre compte des informations qui concernent le nucléaire au grand public. Alors, c'est quoi le grand public? Comment on le touche? Il y a eu des exemples ce matin, je profiterai de la présence des représentants de la Marne qui sont là sur les comprimés d'iode, sur les pastilles d'iode, compte tenu qu'enfin, après 30 ans de bagarre, je le dis grâce à vous et d'autres, hein, on a enfin réussi à faire qu'on ne parle pas de gestion du risque ou de culture du risque pour les comprimés d'iode, par exemple, tous les 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Enfin, nous on le demandait depuis 30 ans, c'est que ça doit être permanent au fil des jours, et ça doit se faire sur des décisions nationales qu'on ne remet pas en cause, mais sur le territoire, avec les maires qui sont là en cas de pépin, avec les pharmaciens, avec les gens du cru, avec les salariés des ERP. Ça doit se faire là, et pas, je m'excuse, uniquement au niveau national où on décide de sortir un texte comme on vient d'en sortir un autre ce matin. C'est ce que je disais aussi. J'ai appris dans le train en venant de Paris que l'État, aujourd'hui, sortait un guide qui ne serait pas distribué. Ce sera le rôle des maires de les mettre sur leur site, etc. 37 pages, je crois, sur
Tous responsables, c'est ça. Tous responsables. Bon. Non, on va en parler. Donc, ça me convient, mais en même temps, ça m'énerve un peu. Mais enfin, c'est fait. Sauf que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que maintenant, on dise, maintenant que l'État s'est préoccupé de la gestion des risques et que vous savez ce qu'il faut faire, démerdez-vous. Le risque, il peut être là. Hein. C'est que les gens vont aller voir les maires, et les maires, ils vont dire, écoutez, il y a un petit guide, l'État l'a fait, vous avez qu'à le dire et vous saurez tout. Non, on ne saura rien. Donc, par rapport à l'Anccli et j'arrête, nous, on est chargé d'informer le public sur les problématiques de la centrale nucléaire, mais pas que. Et c'est en cela qu'il y a un intérêt dans ce qu'on fait à Dunkerque, mais il y a d'autres régions, c'est qu'on a mutualisé toute la gestion des risques, je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas la gestion des risques que l'on couvre, avec le risque nucléaire, mais le S3PI, et tout est mutualisé. Grâce à une équipe qui, avec Grégory, travaille sur le SPI, travaille sur la CLI, et on a donc une vision globale. Et c'est peut-être par cette vision globale qu'on essaie d'avoir, parce que l'information, elle transite mieux, qu'on peut effectivement mener des actions pour essayer de mieux toucher le grand public. Parce que je pense qu'il y a deux catégories de public pour moi. Il y a le public des gens initiés, qui se retrouvent dans des CLI, dans des S3PI, dans des structures officielles. Et il y a le public, le Pékin du coin, qui est peut-être salarié d'Aluminium Dunkerque, qui connaît sûrement très bien les problèmes de la gestion du risque chez Aluminium Dunkerque, mais sorti, je le disais aussi ce matin, de son bureau ou de son secteur, je ne sais pas s'il a une bonne connaissance des risques des autres. Je ne pense pas. Et si on doit effectivement s'appuyer sur les salariés des entreprises qui sont favorables à leur entreprise, ils ne connaissent pas forcément les problèmes qui sont cumulés et qui peuvent créer de gros problèmes s'il arrivait un accident. Alors là aussi, ça n'arrivera jamais un accident. On ne le dit plus, hein, je le redisais ce matin, on ne le dit plus ce matin. Un accident, ça peut toujours arriver. Et l'ancien président de l'ASN disait, il s'appelle, puisqu'il vit encore, Pierre-Franck Chevet, il disait il y a quelques années, la question, c'est pas de savoir si ça va arriver ou pas, c'est où et quand. Et le problème, comme la Marne a tout prévu, les plans Orsec ont tout prévu, le jour où il y aura un accident, Madame la maire, elle sera bien enquiquinée parce qu'on lui dira « mais vous êtes censé, en tant qu'officier de police locale, de tout gérer », et elle sera bien en difficulté. Donc l'important, c'est effectivement, entre nous, d'essayer d'avoir l'information, de donner la bonne information et de faire que ce public y soit intéressé. Comment vous voulez intéresser un public local si vous lui dites « tu dois venir t'informer » de choses très complexes, parce qu'on leur dit c'est très complexe, tu sais. C'est très très complexe. Déjà, le Pékin de base, il va dire attends, tu me demandes de venir à des réunions publiques, à des débats publics qui sont très compliqués. J'ai mon certificat d'études, même j'ai ben bac, d'accord, mais j'y connais rien. Qu'est-ce que je vais dire? Non, mais tu vas écouter, d'accord. Mais on va te poser des questions, d'accord. Mais il y a une inquiétude, donc les gens n'ont pas envie de participer. Donc si on veut effectivement que les gens participent, il faut mettre en place, il faut d'abord aller vers eux, c'est ce qu'on disait ce matin, il faut aller vers eux, mais il faut aller vers des publics cibles, et les publics cibles, vous ne les attirerez que si effectivement vous mettez en œuvre aujourd'hui des éléments pédagogiques adaptés à ce public cible, les écoliers, les personnes âgées, les autres, les réseaux sociaux, enfin plein de structures, tout ça c'est cumulatif, et c'est effectivement ensemble qu'on peut le faire. Si on ne fait pas ça ensemble, on ne gérera pas les risques. On les écoutera. Mais le jour où il y aura un pépin, et j'arrête là-dessus, le jour où il y aura un pépin, ça peut arriver. Et imaginez qu'aujourd'hui, dans une situation comme Dunkerque, où il arrive un accident, pas que nucléaire, ou pas nucléaire, à un moment où on relance l'industrie, le nucléaire, tout, avec des projets de décarbonation, un incident grave, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, on va tout de suite se retourner en disant stop. Et ceux qui seront responsables, et peut-être à ce moment-là considérés par la population comme coupables, c'est la population qui le dira. Mais, Madame le maire, vous les décideurs, vous ne nous avez pas tenu informés, ou si peu. Et aujourd'hui, si vous nous aviez dit tout ça, si vous nous aviez informés, si on avait pu participer, et je termine là-dessus, je n'aurais jamais accepté
Et on va leur dire, mais si vous avez accepté. Donc le terme acceptabilité n'est pas bon. Je reviens plus sur celui que j'ai dit de l'adhésion. On m'a soulevé une proposition que je retiens complètement, c'est celui de l'appropriation. On doit approprier pour bien gérer le risque, et j'arrête vraiment là, on doit s'approprier tout ça ensemble, en concertation. Donc on voit que la prise en compte du risque nucléaire dans la situation actuelle est déjà une chose relativement complexe. De ce fait-là, quelle est la vision de l'ANCLIS sur l'arrivée de petits réacteurs modulaires, voilà, d'installations de cette nature Je vais reprendre mes petites notes que j'avais préparées. Petit réacteur modulaire. Est-ce que petit réacteur modulaire signifie petit risque? Ça, on aura peut-être Monsieur Dupuis qui va nous apporter des éléments de réponse. Et est-ce que si on dit qu'il y a une grosse installation nucléaire, c'est un gros risque? Si on vient installer 10 petits réacteurs nucléaires, donc nucléaires, avec une législation nucléaire, dans un territoire comme le nôtre, 10 petits risques doivent être analysés les uns à côté des autres, sans penser à l'effet cumulatif. Donc, je pense que la question que nous, on se pose à l'ANCLIS, c'est de dire, et c'est ce qu'on avait posé à la ministre il y a 3 ans, lorsqu'elle a lancé l'idée, c'était Agnès Pannier-Runacher, et à la question que je lui ai posée, elle m'a dit, non, monsieur, non, ne vous inquiétez pas, les SMR, ils vont sortir, mais là où il y a des centrales nucléaires. Ah, il dit, ah bon, donc ça veut dire qu'à Dunkerque, qu'à Gravelines, on va les mettre sur le territoire de la centrale nucléaire, en plus des 6 tranches et des EPR de 1, ça ne va pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis je l'ai vu 1 an après, et on m'a dit, ah bah non, hein, j'ai dit des bêtises. Bon, ok, bah ça on pouvait imaginer. Mais aujourd'hui, je vois dans la presse qu'on nous dit que les petits réacteurs nucléaires, il y a un risque qu'ils ne se développent pas, qu'ils ne se déploient pas, parce que ces petits trucs, la réglementation, elle est trop complexe, elle est trop compliquée. Et si on maintient une réglementation aussi complexe pour un petit truc que par rapport à un gros truc, il n'y en aura jamais nulle part. Et là, toujours dans mes lectures, on dit, attendez, non, il faut simplifier, il faut alléger la réglementation, il faut supprimer tout ça pour faciliter les choses. Je ne sais pas si il faut changer peut-être, il faut uniformiser peut-être, parce que les SMR, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on disait hier, c'est plutôt pour aller vers les réseaux de chaleur, et plus vers pour l'électricité. On entend tout et son contraire. On a financé beaucoup de start-up pour ça. Et pour tout vous dire, hein, j'ai eu un conseil d'administration avant-hier de la fédération que je préside. Et on a invité, comme à chacun de nos conseils, des structures pour nous expliquer par rapport à l'actualité. Et on a fait venir la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui a sorti un rapport sur les SMR et les AMR. Et en disant, c'est pas là de voir, je résume ma conclusion. On n'est pas là de voir le jour des SMR, même s'il y en a qui disent qu'on en aura à partir de 2030, et des AMR à partir de 2040. On n'est pas là de les voir. D'abord parce qu'on a 10 ans de retard sur la Chine, on a 10 ans de retard sur la Russie, et que même si dans un contexte géopolitique, on ne va jamais acheter leurs trucs aux Russes, ni aux Chinois, il y a aussi les Américains. Et avec la politique de Trump, même s'il reste encore 4 ans, on risque de voir passer les trains, parce qu'ils risquent de les vendre chez nous, parce que ce sera les Américains qui vont vendre, alors que nous, en Europe, on a 70 modèles, non, c'est pas ça, c'est une quarantaine de projets d'AMR. Et 10 en France. Dans une Europe qui, si on était sérieux, et si on se mettait d'accord pour essayer d'en définir 1, 2 ou 3, on pourrait effectivement les déployer sur l'Europe, voire les vendre à l'export, et donc de dire, avant qu'on en vende, il faudrait d'abord qu'on les crée, et compte tenu de la diversité, nous avons montré l'image, alors avec le sodium, avec le plomb, avec le bazar, vous ne savez pas ce qui se passe, avec le plutonium, moi je ne savais pas que le plutonium était sur le marché. On va acheter du plutonium. Il faut comprendre que le plutonium, c'était pour la défense.
et surtout dans le contexte de la géopolitique. Et là, on dit que oui, donc on n'est pas là de voir des AMR fonctionner au plutonium et se créer. Donc, l'inquiétude que l'on a, nous, c'est de dire, est-ce que tout ça, c'est sérieux? On a l'impression que c'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut envisager d'en mettre partout? Peut-être, mais est-ce que la population va l'accepter? Je reprends le terme là. L'accepter. Voir un SMR au bout de son jardin, c'est pas comme la centrale nucléaire sur 100 hectares, loin de chez nous. Hein. C'est pas pareil. Donc, je crois que, enfin moi je pense que c'est sûrement une énergie qui va se développer, mais dans quel contexte? Est-ce que c'est déjà en annonçant que ça ne sortira que si on élimine toute la réglementation, alors que ce matin j'ai entendu que tout le monde disait même en France une réglementation qui est peut-être chiante, mais au moins elle est sérieuse et nous permet d'avancer avec quand même des garanties que les autres n'ont pas. Voilà, je termine là-dessus parce que j'ai pris beaucoup la parole. Oui. Merci. Et M. Moxy, justement. M. Lalonde a évoqué est-ce que les salariés sont bien informés? Alors, dans une entreprise comme Aluminium Dunkerque, est-ce que les salariés de chez Aluminium Dunkerque ils connaissent le risque nucléaire? Et puis, comment ce risque nucléaire il est pris en compte dans une entreprise riveraine et on va dire très proche de la centrale comme Aluminium Dunkerque, hein, c'est un site où on produit l'aluminium, donc par électrolyse. On est à un peu plus de 2 km de la centrale. On a depuis très longtemps des procédures et des fiches réflexes. Hein. On s'est confiné, on s'est distribué les pastilles d'œil, on s'est évacué. Et on s'aperçoit que ces réponses ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle. On est un site classé Seveso, ça veut dire que évacuer, on ne peut pas évacuer comme ça, parce que derrière on peut générer des scénarios d'accident majeur, et puis on a un process qui est pas arrêtable. Si j'arrête mon process pendant un certain nombre d'heures, je perds l'outil de production. Donc voilà, en fait, nous on a une réponse en tout cas à améliorer et à donner. Et cette réponse, elle passera par de la formation des employés, c'est une évidence. Là, la formation, on ne va pas se leurrer, elle est basique, elle est sur ce que les gens connaissent. Donc les gens qui sont de Gravelines sont sensibilisés, les autres un peu moins. Et maintenant, les gens viennent d'un peu plus loin et on sait très bien que la sensibilisation n'est pas la même. Donc il y a, côté formation, il y a de la démystification à faire. Il faut expliquer quelles sont les informations que les autorités sont susceptibles de donner, parce que ça c'est pareil, hein, l'information le jour où il y a un incident, elle est multiple. Il peut y avoir les informations qui viennent de la part de l'État, et puis il y a les réseaux sociaux, hein, et ça va très vite. Par expérience, on sait très bien que quand il y a une fumée qui se dégage quelque part sur Gravelines, bien souvent, on le sait avant d'avoir reçu l'annonce officielle, parce que tout le monde a un conjoint, des enfants, voilà. Donc on avait 2 scénarios basiques. On s'aperçoit que ces scénarios, et au vu des informations qui nous sont parvenues, effectivement, un incident, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'il faut arriver à avoir des scénarios, à voir derrière la cinétique, parce que ça c'est important, c'est en fonction de la cinétique quelle réponse on donne, et puis à un moment c'est est-ce qu'on conserve ou pas l'outil de production. Si on décide de conserver, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui restent. Et ces gens-là, faut les former, parce qu'on dit quelqu'un, il y a un incident à la centrale nucléaire, je pense que si la personne n'est pas informée, elle va prendre ses affaires, elle va partir. Donc là, il y a énormément de travail à faire. Donc nous, on est en train de regarder effectivement entre les 2 scénarios extrêmes, évacuer et confiner. Alors quand je dis confiner, c'est mise à l'abri, normalement c'est sur un périmètre de 2 km, on n'est pas là-dedans. Ça veut dire que nous, on ne recevra pas le message comme quoi on doit se mettre à l'abri, mais on le recevra indirectement par les réseaux sociaux, par les pouces, par les enfants, parce que le gamin, quand on va lui dire tu te mets à l'abri à l'école, au lycée, papa je suis à l'abri, t'es à l'abri pourquoi? Enfin, voilà, tout le monde voit le cheminement de l'information. Donc on est en train de regarder effectivement différents scénarios avec des cinétiques différentes. C'est ok, j'ai un cœur d'industrie qui est l'électrolyse. Si je veux conserver l'outil de production,
comment je dois faire? Combien je vais avoir besoin de solliciter de personnes? À partir de là, faut que je les forme, ça c'est une évidence. Et puis, à un moment ou d'autre, va falloir de la matière première, va falloir, parce que j'ai des réserves, mais qui sont généralement sur une petite semaine. Comment je prends tout ça en compte? Donc on est en train de regarder un scénario évolutif dans le temps, c'est-à-dire que je vis sur mes réserves, donc là j'ai un minimum de personnes, et puis après je vais avoir besoin de refaire rentrer des matières premières, de recéler des anodes, de refaire fonctionner un processus amont et aval, et puis derrière ça veut dire que je dois faire rentrer encore du monde. Donc c'est pareil, il faut les former, il faut que les gens comprennent, et tout l'enjeu en fait est là. C'est d'avoir ce guide de scénario avec les cinétiques appropriées. Et en fonction, on dira, voilà globalement la population qu'on a besoin de former. Et puis, il y a un moment, on dira, messieurs, tout ce qui n'est pas indispensable, on va vous demander de quitter le site. Et puis les autres, ils seront formés, recyclés. Donc ça, on est en train de travailler sur ces scénarios et on sait déjà qu'on va arriver à des modules de sensibilisation. Et voilà, on va essayer petit à petit de déterminer vraiment quelle est la population qu'on doit impacter. J'ai une question. Allez-y. Moi, je ne suis pas du tout d'ici, mais je pose quand même une question d'une évidence. Gravelines existe depuis combien de temps? Il y a 100 ans, 75. Les réacteurs 81 mis en route. L'entreprise Marne existe depuis combien de temps? Non. Là, c'est Aluminium Dunkerque. L'entreprise, tout ça, on se pose encore la question de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le futur. Ça, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Dans le futur. Je croyais qu'il y avait un permis de 20 km maintenant. Alors, historiquement, je vais donner quelques réponses. L'usine d'aluminium Dunkerque, c'est 91, et c'est une usine qui fait partie des hyper électro-intensifs. Ça veut dire que je consomme une demi-tranche de centrale nucléaire. Donc l'équivalent de la ville de Marseille pour fabriquer l'aluminium. Et avant, on avait, si je reprends Péchinet, on avait les barrages et on était à proximité des barrages. Quand on a commencé à construire les usines en s'écartant de l'énergie hydraulique, on est arrivé sur des constructions qui se sont faites à proximité des productions d'énergie, donc à proximité des centrales. Mais tout ça, c'est pas d'hier, quoi. Non, mais entre-temps, il y a eu des incidents qui ont marqué les gens avec des informations. Et en fait, on s'aperçoit que les gens maintenant, l'information va très vite. Et effectivement, la réponse ne peut plus être la même. Je vous ai dit, nous, on avait deux réponses qui étaient basiques, qui étaient les extrêmes. On évacue ou pas, ou on confine. Et on voit que c'est plus des réponses qui sont adaptées, même au vu des connaissances et des différents scénarios qu'il peut y avoir en termes d'incidents. Donc c'est quelque chose, voilà, on est avec. Je pense que de mémoire, Gravelines doit être la seule usine Céveso qui est dans un périmètre aussi proche. Ou pas loin en tout cas, non ? Oui, c'est ça. Mais effectivement, je pense que maintenant, si une usine classée Céveso devait s'implanter, ça ne se reproduirait pas. Patrick Girardin, MEDEF Côte d'Opale. Alors la question est tout à fait pertinente, mais historiquement, il faut bien dire que l'exploitant historique était jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, d'un hermétisme, je vais dire à toute épreuve, sur les questions de risque. Aujourd'hui, heureusement, la situation a commencé à grandement évoluer. Il faut savoir qu'une installation nucléaire de base n'est pas une entreprise Céveso. C'est une réglementation qui est tout à fait particulière. Et donc il y avait jusqu'à, je vais dire à peu près une dizaine d'années, une absence de dialogue total entre le tissu industriel dunkerquois traditionnel constitué on va dire une paire de dizaines de Céveso et la centrale nucléaire. Aujourd'hui, la situation a totalement changé et le S3PI Côte d'Opale Flandre y a grandement participé, puisqu'il y a maintenant quelques années, nous avons pris l'initiative
sous l'égide du S3PI, de commencer à rédiger, à écrire, et c'est pas facile de passer de l'implicite à l'explicite, un guide des interactions entre le risque nucléaire et les risques industriels que je vais qualifier de classiques, surpression, etc. Allez-y. Oui, bonjour, Xavier Guillain, signataire de Dunkerque. Je voulais réagir par rapport... alors déjà, merci d'utiliser le mot hermétisme. C'est intéressant au sujet de Gravelines. Cet été, je pense qu'il n'y a pas eu forcément d'hermétisme complet. Je pense aux méduses, mais je pense aussi comment dire, à quelques soucis qu'il y a eu en octobre 2024 à la Saint-Denis. Ma question, elle est par rapport... enfin, elle est une observation sur ce qu'on fait en cas d'incident. Donc, monsieur d'Aluminium Dunkerque, vous êtes dans le secteur des 10 km, et monsieur parle du secteur de 20 km. Moi, je travaille personnellement dans une entreprise de 270 salariés environ sur Dunkerque, et on n'a absolument pas cette culture. J'essaie de faire passer ça dans le cadre de mon travail, de mes fonctions, cette culture-là. Les US3PI, on a de l'iode, parce que heureusement que l'insisté, on est venu chercher de l'iode, mais sinon, on n'a absolument pas de culture du risque, et surtout, on nous réclame, les salariés nous réclament, ils ont raison, des exercices de confinement par rapport à un risque d'agression, attentat, mais le nucléaire, jamais on en parle. Comment on évacue une ville, une agglomération comme Dunkerque, que ce soit, parce que nous, on a beaucoup de salariés qui viennent du Calaisis, donc la tendance, ça va être de reprendre la 16 pour aller vers le Calaisis. S'il y a un incident, comme vous le dites, les salariés, la première action, faute d'information, vont vouloir partir du travail et vont vouloir retourner chez eux par la 16 ou par vers Hasbrook, j'en sais rien, par la 25. Donc, moi, je m'étonne en fait, parce que monsieur dit les centrales et les usines existent depuis quand? Ça fait des années. Le guide du S3PI, il y a une version 2022, sur les une version 2016, etc. On les distribue, mais ça s'arrête là. Je veux dire, ça fait des années que ces risques ne sont pas sérieusement expliqués, notamment à des grands établissements où il y a une masse comme ça qui partirait, je pense à mon entreprise, mais je pense à des grands lycées, des universités, des choses comme ça. Donc voilà, ma question c'est ça. Pourquoi on n'avance pas Et je vais prendre un autre exemple. On a chaque année la journée de la résilience. Mais la journée de la résilience, il y a combien de personnes? 30, 40 personnes du Dunkerque qui viennent, soit à la sucre, soit au casino pour... non, c'est pas nouveau. La journée de la résilience, ça fait quelques années que ça existe. 2022, la première. Oui, voilà. Mais c'est quelque chose de tout petit par rapport à toute l'expérience qu'on a de manque de communication qu'on répète, nous, association, depuis des années, voire pour certains des milliers d'années. Voilà, donc, alors, pour la communication, en tout cas pour ces éléments-là, il faut toujours un émetteur et un récepteur. Donc nous effectivement, on s'est toujours tenu disponible, enfin côté S3PI, pour faire des interventions voilà, dans les entreprises. Donc on fait des interventions dans les entreprises. Quand les entreprises nous demandent d'intervenir, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation réglementaire qui dit vous devez former dans... Mais parce qu'on ne peut pas tout réglementer, tout légiférer et tout imposer. Il y a aussi des latitudes. Je pense qu'il faut savoir laisser des latitudes pour pouvoir faire ce type de... Je vais être plus précis, juste en deux mots. Je participe à la C2SCT, mais la C2SCT ne sait même pas que le S3PI existe. Je le sais parce que moi j'en parle beaucoup. Mais je veux dire, je sais bien que vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'obligation et que vous ne pouvez pas intervenir dans toutes les C2SCT, mais nous c'est une obligation puisqu'on dépasse au seuil. Mais enfin, je sais pas, on ne peut pas faire une offre d'intervention même de 1 heure ou 2 déjà au sein des C2SCT, par exemple. Ça, c'est pour les entreprises. Après, les universités, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon. Je comprends votre intervention, mais on ne peut pas dire non plus que la situation est figée. Monsieur Bossi vient de nous expliquer qu'il était en train d'intégrer le risque nucléaire dans son POI. Non, dans nos plans de risque, en fait, on a historiquement une culture du risque qui est assez poussée, c'est-à-dire qu'on
travaille en cellule de crise de manière générale. Effectivement, mais là on intègre maintenant, on est à une étape où on va commencer, on a un groupe de travail qui a été identifié, et vous avez raison, il y a le secrétaire du C2SCT, et on va commencer à travailler avec les gens de terrain, avec les secrétaires du SCT. Qu'est-ce qu'on peut faire si on doit, parce que la réponse, il y a la qualité de la réponse, mais il y a aussi l'acceptabilité. Donc l'acceptabilité, elle passera forcément par la formation. Sinon, c'est clair, ça va être, on va dire, non, c'est gentil, mais moi j'ai une femme des enfants. Dernière précision, je n'ai pas été assez clair, ça je le comprends bien, je le sais, et c'est normal, vous êtes des entreprises industrielles avec des risques vous-même autres, et en plus vous êtes dans le secteur. Mais moi, mon intervention, pour être clair, je suis dans une administration avec du tertiaire, le risque n'est pas le même, donc on ne peut pas comparer. Oui, je sais que des choses se font, mais elles ne se font pas dans les grands établissements qui sont, je vais nommer, je sais pas moi, la CAC, la CEPAM, l'université, les lycées, etc. C'est pas une entreprise industrielle, on n'a pas cette culture-là. Sauf si vous venez vers nous, ou sauf si quelqu'un dans l'entreprise, par ailleurs, est comme moi, dans une asso et faire monter un peu ce besoin, cette chose-là. Mais sinon, non. Oui, oui, donc, Monsieur Dupuis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, je voulais réagir à quelques mots, quelques termes utilisés et à une partie de l'inquiétude là qui vient d'être exprimée pour recontextualiser. En termes d'hermétisme, je souligne quand même qu'une des valeurs les plus importantes et qui a fondé la création de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une loi sur la transparence. Voilà. Et que ça fait au moins une vingtaine d'années que tous les événements qui arrivent sur une installation nucléaire, tous les résultats des nombreuses inspections qu'on fait chaque année sur chaque site sont rendus publics. Voilà. Donc sont vraiment accessibles à tout le monde. Voilà. Donc ça, en termes de transparence, vraiment, je pense qu'en matière de sûreté, dans le nucléaire, on a vraiment promu cette valeur à un très haut degré. Sur le fait que vous êtes dans les 20 km, voilà, et que vous dites, ah flûte, je n'ai pas assez d'informations, je ne sais pas quoi faire. Le fait est que, peut-être que vous ne le savez pas, mais régulièrement, tous les ans, il y a des exercices de crise qui sont réalisés sur les centrales, en coordination avec les préfets. Certains de ces exercices, régulièrement, conduisent même à simuler, pour de vrai, des évacuations et tout ça. Le tout, c'est que ces scénarios, c'est là où il faut distinguer les plans, et là je laisserai la Marne, la DSGC en parler, c'est que ces exercices qui sont menés avec, scénarisés, pas que par l'exploitant. C'est-à-dire que l'autorité de sûreté nucléaire scénarise l'événement qui va arriver, il se produit, l'exploitant essaye d'y faire face, on fait des situations qui sont aggravées, qui vont au-delà de ce qu'on prend d'habitude, même parfois dans la démonstration de sûreté. On fait des scénarios catastrophes, il y a ça qui tombe en panne, il trouve une solution, non mais ça retombe en panne, il trouve une solution, voilà, on essaye de pousser le plus loin possible. Et dans la réalité, c'est rare qu'on ait à mettre à l'abri ou à évacuer à des distances très importantes. Donc si vous êtes effectivement à 10-15 km, oui, c'est très rare, voire ça n'arrive jamais que dans ces exercices, on ait besoin d'évacuer. En général, on met à l'abri, on évacue peut-être 2-5 km max. Voilà. Et ça, c'est la réalité de ce qu'on vit dans les exercices tels qu'ils sont faits, et c'est les événements maximaux. Et on décorrèle, c'est vrai, et là, c'est intéressant d'avoir ce retour, cet aspect des 20 km, c'est quelque chose de conventionnel et forfaitaire. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, et qui n'a pas forcément un lien direct avec des études qui ont été faites et qui disent qu'il y aura des conséquences jusqu'à 20 km. Et donc lorsqu'on fait les exercices, on fait des exercices avec des scénarios réels, avec de la physique réelle, et ça ne va pas aussi loin. Et donc on ne vous sollicite pas forcément. Donc il faut réfléchir entre une décision politique conventionnelle qui est de dire il faut préparer malgré tout dans la gestion de l'incertitude à se dire on se prépare malgré tout plus loin que ce qu'on pense qu'on aurait besoin jusqu'à 20 km. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'entraîne
lorsqu'on essaye à la fois d'entraîner les gens qui doivent gérer la crise, qu'on essaye d'améliorer nos plans de crise pour voir, je reviendrai dans votre cas, on ne va pas aussi loin que vous, jusqu'aux 20 km. Et donc, ce décalage entre ce qu'on met en œuvre réellement lors des exercices et les plans, et le fait de dire que c'est jusqu'à 20 km, là, c'est quelque chose encore à réfléchir sur comment mieux toucher les gens qui sont dans ces 20 km et qui vont au-delà des gens qu'on touche régulièrement, habituellement, par les exercices très réguliers qu'on fait. Et sur l'apprentissage, bien sûr que ces exercices, ils permettent d'apprendre et de progresser. Et un des progrès, je trouve, vient d'être exprimé, même si vous êtes surpris qu'on n'y pense que maintenant. L'ordre d'évacuation, par exemple, il est pris par le préfet. C'est un ordre. Voilà, un ordre d'évacuation pour protéger la population civile. Vous devez évacuer. Voilà. Bien sûr qu'en tant qu'employeur, Ayman Nankar ne peut pas dire à ses employés tu n'évacues pas, même si le préfet a donné l'ordre d'évacuer, toi tu restes et tu resteras exposé. Voilà. Donc, par contre, le fait qu'Aluminium Dunkerque dise ah oui, mais au final, moi, si je pouvais trouver une solution pour continuer à fonctionner, parce que voilà les conséquences, après, il faut qu'il y ait un dialogue sourd. C'est-à-dire, dans quelles conditions ça peut être possible et envisageable en tenant compte de la protection des salariés qui seraient amenés, éventuellement avec leur accord, etc. Donc, il y a tout un dispositif. Donc là, c'est un apprentissage. C'est pas qu'on découvre, c'est qu'avant, la réponse, elle était centrée uniquement sur les individus. Il dit, je vous protège, et à force d'entraîner et des nouvelles industries qui arrivent, il dit, oui, c'est bien, mais j'aimerais qu'on ajoute dans l'équation cette problématique aussi industrielle. Après, il faut qu'on regarde comment on la met dans cette équation individuelle, cette nouvelle composante, mais sans que ça nuise, etc. Donc ça, c'est les courbes d'apprentissage normales, mais on ne va pas dire tout de suite, bien sûr que vous pouvez continuer à fonctionner et que les gens qu'on aurait dû évacuer, ils sont évacués et on fermera les yeux. Donc c'est pas ça. Donc c'est une courbe d'apprentissage. Peut-être dans la continuité, puisque vous avez le micro, autant continuer sur la partie maintenant ASMR. De ce fait-là, qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce que ça change effectivement dans le paysage du nucléaire, les SMR? Comment la SNR voit ce sujet-là arriver oui. À la fois en termes de traitement technique et puis l'ensemble des impacts que ça peut avoir et les points de vigilance qui ont pu être déjà mis en avant ou identifiés côté ASNR. D'accord. Alors, ce que je me propose, c'est d'avoir un propos en 3 points. Déjà, peut-être présenter la SNR, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la SNR et notre rôle. Après, je vous parlerai des SMR de manière générale, au sens de dire, vous décrire ce que c'est. En quoi ça serait nouveau, qu'est-ce qu'ils apportent, quelles sont les questions qu'ils soulèvent, est-ce qu'ils changent vraiment beaucoup de choses ou pas. Donc, vous définir l'objet dont on parle. Voilà. Et après, je vous parlerai effectivement en termes de sûreté, qu'est-ce que ça change. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est une entité sans doute auquel vous n'avez pas vraiment l'habitude, sauf si vous êtes dans le nucléaire, pas vraiment l'habitude par rapport aux modalités que vous connaissez dans les risques classiques. Dans les risques classiques, vous avez l'habitude d'avoir les DREAL, le préfet, la DGPR qui était là ce matin, donc cette chaîne d'autorité. Côté nucléaire, on a une chaîne radicalement différente. L'autorité de sûreté nucléaire est une autorité indépendante qui agit au nom de l'État pour assurer tout un ensemble de missions de contrôle, de recherche, d'expertise, de formation et d'information des publics, voilà, dans le domaine des activités nucléaires. Voilà. On est une autorité, c'est-à-dire qu'on prend des décisions. On a un pouvoir équivalent à celui d'un préfet. On peut prendre des décisions à caractère réglementaire individuel, comme un arrêté préfectoral. Donc on se substitue au préfet pour ces décisions à caractère local qui concernent les installations nucléaires et les activités nucléaires. On a également un pouvoir de réglementation en partie également national pour compléter certains textes avec des dispositions techniques, mais vraiment cette fois-ci non pas individuelles, mais vraiment même au niveau national. Donc c'est en ça qu'on est une autorité et on contrôle. Et je vous dis, on est une autorité intégrée. On va de la recherche à l'expertise, à la formation et à la décision, au contrôle, aux inspections. Voilà. Indépendante,
Ça veut dire quoi? Indépendante, on n'est pas lié au pouvoir exécutif. On ne reçoit aucune instruction du pouvoir exécutif. On n'a pas de ministre de tutelle qui nous dit, on n'est pas comme la DGPR, qui est un service du ministère et qui peut recevoir du coup des instructions de son ministre. On est indépendant, on ne reçoit aucune instruction, d'où cette indépendance qui nous permet de prendre des positions purement techniques sans prendre en compte d'aspects qui soient liés au développement. On est neutre, on ne fait pas la promotion du nucléaire, on n'est ni pour ni contre. On doit prendre des décisions vraiment à caractère technique. Voilà. Donc ça, qui dit indépendant ne dit pas irresponsable, c'est-à-dire qu'on est indépendant, bien sûr, des exploitants, on est indépendant du pouvoir exécutif, mais on est responsable au sens où on doit rendre compte devant la nation. Donc tous les ans, on rend compte au Parlement de notre activité et de notre action. Voilà. Vous pouvez arrêter une installation nucléaire oui. si vous considérez oui. qu'il y a oui. un problème. En cas d'urgence, on a le pouvoir de suspendre, temporairement, une installation nucléaire. Tout à fait. Et on l'a déjà fait. Donc voilà un petit peu qui est l'autorité de sûreté nucléaire. Et également, puisqu'on parle de territoire, on a des services centraux au niveau parisien, hein, mais également on a une représentation dans toute la France, un ancrage au niveau de territoire. Vous connaissiez Rémi Smisloni, donc l'homme chapeau, qui était notre représentant au niveau territorial. Je crois que ceux qui le connaissent voient ce que je veux dire quand je dis l'homme chapeau. Voilà. Donc on a un ancrage également territorial pour assurer les missions de contrôle et d'inspection. J'ai parlé d'activité nucléaire, pour que vous compreniez bien ce qu'on couvre. On ne couvre pas que les réacteurs, que l'énergie nucléaire. Après, je vais me reconcentrer sur le domaine de l'énergie nucléaire, mais on couvre toutes les activités nucléaires et qui touchent votre quotidien. C'est-à-dire qu'au niveau industriel, on touche également à toute l'utilisation des sources radioactives qui sont utilisées dans l'industrie. Vous utilisez des tirs gamma-graphiques pour faire les contrôles de vos soudures. On contrôle l'autorisation de détention, de transport, etc. de ces sources de rayonnement là. Vous allez à l'hôpital pour suivre une curithérapie, pour passer une radio, etc. L'autorisation de ces hôpitaux d'utiliser ces appareils, le contrôle de comment est-ce qu'ils les utilisent dans les protocoles pour être sûr que les patients ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures, ça fait partie de nos missions aussi. Voilà. Tout risque d'exposition aux radiations, qu'elles soient d'origine nucléaire, au sens réacteur nucléaire, mais également dans l'industrie classique ou dans le médical, et tombe sous notre autorité. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on ne fait pas que les réacteurs nucléaires. Voilà. Maintenant, je reviens au SMR. Alors, je préfère dire effectivement les petits réacteurs modulaires, parlons français. Voilà. Alors c'est un mot à la mode, hein. Les petits réacteurs modulaires, c'est voilà. Je parlais anglais, les small is beautiful, c'est génial. Voilà. Est-ce que c'est nouveau? Alors, on va se poser la question, est-ce que c'est nouveau? Des petits réacteurs. Des petits réacteurs, il y en a déjà qui fonctionnent dans le domaine militaire, vous les connaissez tous. Ils sont dans nos sous-marins à propulsion nucléaire ou ils sont sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, ça existe déjà. Voilà. Des réacteurs, on va dire, de moyenne puissance, parce que dans ces petits réacteurs modulaires, il y a EDF qui développe avec Neward un réacteur d'à peu près 400 MW électriques, donc qui est effectivement beaucoup plus petit qu'un EPR2 1600 MW électriques. Mais si vous regardez tous les anciens réacteurs russes qu'ils ont vendus en Europe, en Allemagne, dans d'autres pays, ils appelaient ça des VVER 400 ou 440, ça veut dire qu'ils faisaient 400 MW déjà. Donc des réacteurs de cette puissance-là, dans le passé, on en a déjà eu. Donc cet aspect petit n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Ensuite, les technologies proposées par ces réacteurs. Il y a soit les technologies des réacteurs actuels, des réacteurs à eau sous pression, voilà. Ou alors on parle de réacteurs innovants. Donc ma direction s'appelle la direction des réacteurs innovants, parce que l'appel à projet lancé par BPI-France s'appelait les réacteurs innovants. Tous ces réacteurs innovants, ces AMR, Advanced Modular Reactor, en fait, ils ont tous été testés. C'est des filières qui sont connues, ils ont tous été testés. Il y a tous eu des modèles dans les années 50, 60. Voilà. Ils ont tous été testés. Donc il n'y a rien qui... Waouh, on n'y avait jamais pensé, c'est innovant, etc. Donc c'est tous des filières qui ont déjà existé.
Voilà. Par contre, ils n'ont pas été privilégiés, c'est pas la technologie qui a émergé, parce que c'était pas forcément les plus simples à développer, il restait encore des écueils, des verrous. Donc, ça pour dire que, au final, si on regarde la puissance de la technologie, il n'y a rien de nouveau, c'est juste, on fait, c'est un peu comme la Renaissance, on va rechercher des choses qu'on avait déjà fait, mais qui avaient encore des petits verrous technologiques, qui n'avaient pas fait un effort de développement prioritaire, et des modèles économiques, et c'est là où le M arrive, modulaire. Quel est le challenge de ces petits réacteurs? Parce que je vous dis, ils existent déjà. Pas très loin de chez vous, là, à Borssele, donc aux Pays-Bas, c'est un petit peu, pas tout près, mais c'est pas très loin non plus, ils ont un réacteur à peu près 400 MW électriques. Je l'ai dit, dans les sous-marins et Charles de Gaulle, il y a aussi ces petits réacteurs. Donc je dis, ils existent, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Le problème, c'est que c'est soit un one-shot, Borssele, soit c'est des applications militaires. Donc là, il y a l'aspect, en fait, le coût, on n'était pas à un prix de marché. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on met un réacteur dans le Charles de Gaulle ou dans un sous-marin, voilà, le prix, il n'y a pas un marché de dire si je ne mets pas un réacteur, je vais utiliser du gaz venu par GRDF qui va être plugué sur le Charles de Gaulle et il faudra tirer le tuyau au fur et à mesure qu'il avance. Donc non, il n'y a pas un marché, il n'y a pas un prix de marché, il y a un besoin et ils mettront le prix qu'il faut. Donc là, maintenant, ces petits réacteurs qui existent, il faut qu'ils trouvent un marché. Alors, ils ont un marché et après, il va falloir qu'ils s'alignent en termes de coût au marché. Et c'est là que le challenge arrive. Développer toutes des solutions innovantes, c'est là où l'innovation arrive, c'est comment faire des petits réacteurs qui soient compétitifs sur le marché de l'énergie. Voilà. C'est là l'innovation qu'ils doivent trouver. Alors quels sont leurs marchés? Parce que vous connaissez les réacteurs électronucléaires du parc d'EDF, et pour vous, réacteur nucléaire égale production d'électricité. Et je préciserai même production massive d'électricité, et d'électricité sur le réseau. Voilà. Et ça,